Donc on est OK, ce qu'on a fait sur cette partie-là du TP, déjà, dans un premier temps, c'est de passer à travers le premier étage de la chaîne de compilation. D'accord? Donc déjà, avant d'attaquer la partie compilateur-assembleur, petit rappel là-dessus, sur le premier étage. Donc le premier étage, c'est le pré-processing. On est d'accord? Qu'est-ce que ça prend en entrée, le fichier l'étage de pré-processing? Les fichiers .c. OK. Les fichiers .c. Ça prend tous les fichiers .c si j'en avais plusieurs? Non, pas ça. Ça en prend un seul. Donc on est à un fichier .c. OK. Ça prend que ça en entrée, le pré-processing? Ça prend aussi les points H, que je vais mettre sur le côté. Donc là, les points H, il peut y en avoir plusieurs. OK. Là, typiquement, nous, on a stdio.h, on a hello.h. OK. OK. Et ça nous sert quoi comme fichier derrière? .i. Un point .i. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est nous qui avons décidé de l'appeler point .i. Hop là, point .i. OK. Et si on résume un petit peu les traitements qui sont faits par le pré-processing, c'est quoi? Il remplace quoi? Ouais, les définitions de, par exemple, ds-define. Donc avec ds-define, on définit des macros constantes ou des macro-fonctions. Ok, éventuellement, on en reparlera un petit peu des macro-fonctions. Ok, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il gère les ds-include. Donc tout ça, en fait, qu'on soit bien d'accord, toc. Ces deux étapes-là, enfin ces deux éléments-là, c'est la première phase. Et puis on a une deuxième phase, qui est la gestion de tous les tests. Yes, if. Vous avez sûrement rencontré, en C++, en C, des dies if and def, machin.h, alors define machin.h. Okay. Ce qu'on appelle les include guards, qui sont faits pour protéger contre l'inclusion multiple. Éventuellement, j'en parle plus tard, quand vous aurez une vue un peu plus globale sur le processus de compilation. On est bien d'accord là-dessus? Sur le pré-processing? Ok. Deuxième étage. On arrive sur le compilateur. Ok, dans le compiler, qu'est-ce qu'on a? On a trois sous-étages. Alors, en vrai, on ne les étudie pas là dans ce sujet-là. Mais il y a le parseur qui vient analyser, il y a le traduceur qui va traduire en assembleur, et on a le optimizer qu'on ne va pas étudier non plus. Donc j'ai un fichier .i, ça me génère quoi comme fichier derrière? Un fichier .s. Ok. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Quelles sont les différentes étapes? Toc. On l'a vu, du coup, parseur, traduceur et optimizer. Ok, bah voyons voir vite fait. Moi, je fais un petit speedrun de ce que vous avez eu. Je vais compiler ça. Alors, l'option -S, ça permet de faire quoi? On s'arrête. Ouais, on s'arrête après le compilateur, avant les tâches d'assemblage. Ok. L'option -wall, on en a déjà parlé. Ça affiche les warnings. Et l'option -m32, c'est l'architecture cible, donc une architecture 32 bits. Ok, donc ça a compilé, très bien. Si j'affiche ce fichier-là, build misc hello.s, vous voyez que c'est un petit peu lourd. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, la chaîne de compilation elle rajoute plein de protections. En fait, votre code, si vous le laissez tel quel, il est très facilement vulnérable et exploitable par des attaques quelconques. Si on a le temps, on fera un petit TP là-dessus, justement. Ok. Mais du coup, nous, on va essayer de s'alléger un petit peu cette notation-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre cette ligne de commande-là, qui me permet de supprimer quelques fonctionnalités de protection. Et donc, en refaisant le cat, on se retrouve avec un fichier beaucoup plus simple. Ok. Qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? Ça, c'est quoi? Le label qui correspond à la fonction main. Ok. Qu'on soit bien d'accord, le label, c'est l'adresse d'une instruction. C'est pas l'adresse d'une fonction. C'est-à-dire que main, il indique cette instruction-là. Il n'indique pas l'ensemble des instructions qui constituent la fonction main. On est d'accord là-dessus? Ok. Ça, c'est quoi? Tout ce qui est surligné là.
c'est une instruction, ok. Ça, c'est quoi? Alors, ça, peu importe en fait. La première colonne là. Alors, oui, c'est en langage d'assemblage, c'est en assembleur, je suis d'accord. Alors, du coup, le truc c'est que ça, vous me dites c'est une instruction, et ça, c'est quoi? Non, à droite, c'est les données, et à gauche, c'est les instructions. Non, c'est les registres. Ok, à droite, c'est pas les instructions. C'est pas les données, pardon. C'est les registres. On a un autre nom, c'est opérande. Ok. Alors, indépendamment que ce soit des registres ou des valeurs, ce sont des opérandes, ok. Et ça, c'est quoi? Une opération, ouais, ça marche. En fait, ça dépend de qui vous parlez. Hugo, pour lui, ça, c'est l'instruction. Pour moi, ça, c'est l'instruction. Voilà, c'est juste, vous allez avoir des vocabulaires un petit peu différents, on a grandi de manière différente. L'un, une manière un peu plus saine que l'autre. Je vous laisse deviner. Hein. Et du coup, voilà. Pour moi, en fait, ça, c'est une instruction. Pour Hugo, j'ai dit quoi? Ça, c'est l'instruction. Pour moi, ça, c'est l'instruction. Et l'instruction va appliquer des opérations sur des opérandes. Pour Hugo, ça, c'est l'instruction. Et ça, pour Hugo, c'est le mnémonique. Mnémonique. Un peu comme dans mnémotechnique. Okay, en fait, c'est le nom de l'instruction qui est donné. Voilà. Donc en fait, ça dépend. Personne n'a raison, personne n'a tort. Hein. C'est juste faites attention au vocabulaire en fonction de qui vous parlez. Donc là, voilà, mnémonique, instruction, opération, ça passe. Là à droite, on a la colonne des opérandes. Okay, et puis dans ces opérandes, on va retrouver des valeurs et on va retrouver des registres. Pourcent, dans cette notation-là, c'est du registre. Okay. Pourcent EBP, pourcent ESP, pourcent EAX, ce sont les trois registres qui apparaissent dans ce programme. Dollar, c'est pour dire que c'est une valeur immédiate. On parle d'adressage immédiat. Pareil, j'en reparlerai quand on fera le chapitre sur l'assembleur. Ok. Alors ce main-là, qu'on soit bien d'accord, regardez, il fait partie d'une section qui s'appelle point texte. C'est-à-dire que tout ce qui est dedans fait partie de la section point texte. Et dans la section point texte, spoil, je vous l'ai déjà dit en cours et je vous le redirai plus tard, ce sont le contenu des instructions. Okay. On précise juste que dans cette section point texte, il y a un label, un symbole global qui s'appelle main, et main, c'est de type fonction. Ok. Et puis après, on a une autre section, par exemple, voilà, où on a des informations supplémentaires sur notamment la chaîne de compilation, des choses comme ça. Ok. Comme je suis en speedrun, je ne sais pas si je fais vraiment toutes les questions. Je pense avoir vu l'essentiel. On a vu ça. Ok. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions, vous, déjà, sur cette partie-là? On en profite. Non? Alors, du coup, c'est quoi une instruction assembleur pour la machine? Ouais. Donc ça va être traduit en binaire. Mais du point de vue de la machine, quand je fais, par exemple, un move L0EX, est-ce que déjà, vous avez une intuition de ce que fait cette instruction-là? On met 0 dans le registre EAX. On met 0 dans le registre EAX. Alors, j'ai entendu littéral. Attention, le L est ici. Il ne veut pas dire littéral comme sur le PIC 18. Ici, il veut dire longue. On travaille sur 4 octets, sur 32 bits. On en reparlera, ça va encore une fois sur le chapitre assembleur. Donc là, effectivement, je vais activer des portes logiques. Ici, typiquement, mon unité arithmétique et logique, pour aller mettre la valeur 0 dans le registre EAX. Okay. Donc les instructions vont avoir des effets sur le matériel du processeur. Ok. Et je vous parle de registre, mais c'est quoi un registre? Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Une case mémoire. Ok, c'est une définition qui me convient. Ouais. Vous avez d'autres choses? C'est pas une bascule D. C'est un ensemble de bascules D. Ok. Alors je reviens juste sur une case mémoire. Qu'on soit bien d'accord. C'est une case mémoire, ça me va. C'est une case de la mémoire, ça me va pas. Ok. La différence est subtile. Ok. Pourquoi? C'est quoi la subtilité dans cette différence-là? Alors il y a plusieurs mémoires. En vrai, il y a quoi comme mémoire normalement sur une machine? Sur un ordinateur? Ouais, vive, morte. En vrai, c'est des noms que j'entendais au collège, ça. Mais ça n'existe plus maintenant. Alors, flash... Ouais, non. Là, on va parler plutôt microcontrôleur. Non. RAM, je suis d'accord. Mémoire RAM,
qu'on va appeler mémoire principale. C'est la mémoire de travail. Votre processeur, il travaille uniquement avec la RAM. Ok, et uniquement avec la RAM. Quand vous lancez un jeu, quand vous lancez un logiciel, quoi que ce soit, il est chargé du disque dur, qui est du coup votre deuxième mémoire, la mémoire de stockage, la mémoire de masse. Et c'est copié-collé dans la RAM. D'accord? Et votre processeur, il travaille avec la RAM, la mémoire principale. D'accord? Donc les fonctions mémoire de stockage de masse et mémoire principale, ou mémoire de travail. Et les technos, après, si vous voulez, HDD, SSD pour le premier, et RAM pour le deuxième. Ok. Mais c'est vrai que les termes mémoire vive, mémoire morte, on les entend plus trop. C'est bon, c'est ok? Et donc un registre, enfin c'est quoi pardon ces deux mémoires-là? C'est des mémoires qui vont accéder, qui vont être adressables. C'est-à-dire que c'est un tableau de cases, un ensemble de cases, et je peux accéder à telle ou telle case. D'accord? Mais ces cases-là, elles forment un ensemble continu. Les registres, ce n'est pas la mémoire adressable. C'est bien une case mémoire qui se trouve à un endroit et qui est isolée. Donc le registre EAX en l'occurrence, il est isolé. C'est un registre, j'ai juste une seule case mémoire. À côté de ça, je vais avoir un autre registre qui s'appelle EBX, ECX, EDX par exemple. Je vais avoir le registre EBP, ESP. Ce sont bien des cases mémoire, enfin, ce sont bien des emplacements, okay, dans lesquels je vais pouvoir stocker une donnée. Donc, en ce sens-là, on peut considérer que c'est de la mémoire. Par contre, ce n'est pas la mémoire adressable. C'est vraiment... Tiens, d'ailleurs, par exemple, si je prends aussi... Toc, si je prends mon PC, on est d'accord, si je prends mon PC, je vais avoir mon disque dur, HDD ou SSD, donc du coup qu'on va appeler mémoire de masse. On va avoir la mémoire principale, main memory, du coup qui est de techno RAM. Et je vais avoir entre les deux, bon, entre les deux, pas forcément entre les deux, mais je vais avoir mon processeur. Ok. Nous, il est de techno de type GPP, General Purpose Processor. Et dedans, je vais avoir... Qu'est-ce que j'ai dedans? Je vais le zoomer en gros, mais j'ai un CPU. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a dans le CPU? C'est ça qui m'intéresse. Il y a une ALU, ok, unité arithmétique et logique, pour faire le travail. Souvent, on la symbolise comme ça, d'ailleurs. Comment on la symbolise, d'ailleurs? J'ai un doute. Parce que je confonds avec le multiplexeur. Ouais, ça ressemble au multiplexeur. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, c'est bon. Ça ressemble à ça. Toc, toc. Toc, 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 toc. Oui. J'y arrivé. Toc. Voilà, une belle ALU. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre dans le processeur? On a un registre, un autre registre, un autre registre. Et vous voyez que c'est bien des cases mémoire qui sont distinctes les unes des autres. Et typiquement, ce qui peut se passer, c'est que je peux avoir un registre qui est pris en entrée et un autre qui est pris en entrée. Et puis, pof, on va alimenter la sortie comme ça. Ok? Donc votre processeur, il travaille que avec la RAM. Mais en réalité, la RAM, elle est faite pour remplir les registres. Et après, vos ALU ne travaillent que avec les registres. D'accord? C'est ok pour vous? Et puis après, oui, il y a d'autres choses dedans, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ça. Donc les registres, qu'on soit bien d'accord, ils ne font pas partie de la RAM, ils ne font pas partie de la mémoire de masse, ils sont bien propres à votre CPU. C'est-à-dire que le registre EAX qu'on voit ici, qu'on soit bien d'accord, sur mon PC, par exemple, j'en ai 16. Parce que j'ai 16 CPU. Donc j'ai 16 fois le registre EAX, parce que les registres appartiennent au CPU. On est bien d'accord là-dessus? Ouais. Et le push et pop, ils font avec la pile, c'est ça? Ouais, là-dessus on travaille sur la pile. Et la pile, elle est dans la RAM? La pile est dans la RAM, et ça on verra ça dans... On passera beaucoup de temps sur la pile. Okay. Voilà. Mais effectivement, ça ce sont des instructions qui vont manipuler la pile grâce à des informations qui sont indiquées dans des registres. Et là on travaille uniquement avec des registres, donc on travaille vraiment en interne du CPU. C'est bon? Ok. Donc j'avance et je vais à l'étage d'assemblage cette fois-ci. Vous voyez qu'il y a la même chose, hein, AS-32. Donc on va passer l'étage d'assemblage, sauf que cette fois-ci, enfin on précise encore qu'on travaille en 32 bits. Toc. Et donc là, si j'essaie d'afficher mon fichier binaire, eh ben ça ne fonctionne pas parce que... Alors il y a des choses qui apparaissent, hein, je suis bien d'accord. Mais par contre, ben, il nous manque quand même des... Enfin nos instructions, elles sont censées être à peu près par là. Là, ou là, je sais plus. Elles sont plutôt là d'ailleurs, ouais. Et du coup, en fait, on ne voit pas vraiment nos instructions. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un fichier binaire. Certes, il y a des caractères stockés dedans, donc c'est ça qu'on arrive à voir, mais en réalité, le cœur est binaire. Donc, allons voir avec ces utilitaires-là le contenu du fichier binaire. Et là, qu'est-ce que je retrouve?
je retrouve uniquement ma fonction main. D'accord? Le vrai contenu de mon programme, c'est juste ça. D'ailleurs, pareil, je peux refaire un xdump avec un tiré grand C cette fois-ci pour voir l'intégralité. Pour voir, pardon, l'affichage en caractère. Toc. Et là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, je vais retrouver mon code binaire 5589E5, je ne sais pas si vous voyez, 5989E5, pardon, B8 que des 0, 5D, C3. Donc toute ma fonction main, elle se trouve là. D'accord? Et après, il y a d'autres informations qui sont stockées dans ce fichier-là, qu'on retrouve sous forme binaire, certes, mais qui sont interprétables comme caractère. Ouais. Monsieur, la différence entre ces étapes et l'étape d'avant, c'est ce que là, on a transformé en binaire. Là, on l'a transformé en binaire. L'étape d'avant, je peux faire un cat de mon fichier. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, hello.s, et je vois le contenu. Donc là, je suis en fichier texte, qu'on soit bien d'accord, même si je suis architecture spécifique, je suis en fichier texte, alors que là, maintenant, je suis en fichier binaire, donc je ne peux pas le lire avec cat de manière classique. Je suis obligé d'utiliser un utilitaire qui va me permettre de désassembler. Et donc, on soit bien d'accord, dans mon fichier binaire, je ne vois pas le push EBP, je vois le 55 qui est là. D'accord? Le push EBP et même le 0, 1, 3, 8, 9, là, c'est l'utilitaire objump qui me permet d'afficher ces informations-là. On est OK? D'autres questions là-dessus? OK. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que mon main, il commence à l'adresse 0. D'accord? On a d'autres utilitaires, on va voir readelf. Donc, je ne vous ai pas parlé du fichier binaire, il est au format ELF. D'accord? Executable Unlinkable Format. Tous les fichiers binaires sous Linux, y compris chez Nintendo, y compris chez Sony, par exemple, sont au format ELF. En gros, il n'y a que Microsoft qui ne fait pas. Et donc, ce format ELF, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il y a un magic. Regardez, les premiers caractères qui sont là, c'est ça. Ok? Si vous vous rappelez le TP bitmap en première année en info langage C, les fichiers bitmap commencent par les caractères BMP. Et bien là, ça commence par 7F et puis le caractère ELF. Ok? Ce qu'on voit à droite du coup, effectivement. Et donc, vous avez dans le header, donc le header, ça va être tous les premiers octets, ici, ils vont tous avoir un sens particulier, comme rappelez-vous, bitmap, j'ai le nombre de pixels, en largeur, en hauteur, j'ai le nombre de couleurs, le nombre de plans, tout ça. Et bien là, en fait, je vais avoir différentes informations. J'ai deux informations utiles. La machine, j'ai un fichier qui est pour processeur Intel 80-386. Sous-entendu pour processeur Intel, version 32 bits, parce que ça, c'est le processeur 32 bits. Donc, on est pour architecture x86-32. Et ce fichier est nommé relogeable. Okay? Relocatable, avec un bel accent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là pour l'instant, si je prends ma fonction main, elle se trouve à l'adresse 0, mais en fait c'est une adresse temporaire. Elle sera déplacée, relogée plus tard avec le quatrième étage de la chaîne de compilation qui est l'éditeur des liens. Ok? Mais en l'état actuel, c'est un fichier relogeable, ce n'est pas un fichier binaire exécutable. C'est un fichier binaire objet, mais pas binaire exécutable. Ok? Et donc c'est pour ça qu'on a toutes ces... Enfin voilà, j'ai répondu à peu près à l'ensemble des questions. Il n'est pas exécutable, parce qu'il sera relogeable. On a besoin d'autres fonctions pour lancer ce programme plus tard, et c'est ce qu'on verra avec l'édition des liens. Des questions là-dessus? Ok.